Ce que j'essayais de faire, c'était un livre très positionné. Je m'appelle Rachele Borghi, je suis une féministe queer, maître de conférence à l'université Sorbonne de Paris en géographie. Je suis d'origine italienne. Je vis en France depuis 2012 et je travaille sur le rapport entre les corps et l'espace, la construction d'un corpus politique, c'est-à-dire comment les corps et les textes font ensemble nos, nos corps en tant que militants et militantes, et sur les violences institutionnelles, en particulier à l'université. Alors, mon livre, Décolonialité et privilèges, devenir complice, est un livre qui part de mon positionnement de personne féministe, blanche, privilégiée, en poste, donc pas précaire, et de comment des pistes en fait que j'ai essayé de développer de façon à l'échelle individuelle et à l'échelle collective pour répondre à les propositions que sont faites par la pensée décoloniale dans le but de, bien sûr, changer le monde. Je pense que l'ambition la plus grande de ce livre est de ne s'adresser à personne et de s'adresser à tout le monde. C'est-à-dire que c'est un livre que voudrait être lu par les personnes, en particulier les personnes blanches, donc s'adresse en particulier aux personnes blanches, de plutôt tous les niveaux et les classes. Parce que ce que j'essayais de faire, c'était un livre très positionné à partir de moi, très positionné à partir justement de la question de la blanchité, et donc s'adresser aux personnes blanches pour qu'elles puissent devenir complices en fait, et pas seulement alliées des luttes, et en même temps qui ne reproduisait pas l'élitisme du savoir académique à lequel j'étais formée pour devenir une oppresseuse académique. Je ne vous cache pas qu'une des choses qui m'a plus amusée de faire le livre, c'était de faire sa structure, au mieux sa anti-structure, ou contre-structure, parce que j'ai décidé de ne pas le diviser en chapitres, mais plutôt un hashtag et une partie 1, 2, 3 d'une sorte de kit pour monter le kaléidoscope de la décolonialité, c'est-à-dire d'apprendre à voir le monde de façon décoloniale. Donc, dans la première partie du kit, il y a l'atelier de montage, c'est-à-dire qui est, si vous voulez, une façon d'esquisser le contexte dans lequel on est. Et donc, j'essaie d'expliquer qu'est-ce que c'est la question et que c'est l'enjeu hein, des savoirs situés, et de comment le savoir est toujours présenté comme neutral, et comment cette idée du savoir neutral en réalité est une façon de légitimer la reproduction des savoirs dominantes. Dans le point 2 du kit, il y a le manuel d'instruction dans lequel j'essaie d'expliquer qu'est-ce que c'est la proposition de la pensée décoloniale, et j'essaie de proposer des pistes de lecture différentes entre le postcolonialisme et la décolonialité, parce qu'une des choses qui peut être les plus controversées de ce livre, c'est ma proposition de quasi opposer le postcolonialisme et la pensée décoloniale.
Dans la troisième partie, en fait, c'est ce que j'ai appelé le kit de montage, dans lequel j'essaie d'expliquer qu'est-ce que sont les éléments qui constituent la colonialité. C'est qu'on peut appeler les outils du maître. Et donc la race, le privilège, le rapport entre savoir et pouvoir, le langage, la violence, le spécisme, le genre, et de montrer comment ces outils-là qui servent justement pour garder la maison du maître comme elle est, c'est vrai qu'on ne peut pas la détruire avec ces outils, mais si on accède à cet outil, on peut éventuellement, si on veut, lui jeter au visage. Parce que si on connaît ces catégories-là qui sont les catégories d'oppression, on peut aussi décider de chercher à ne pas les exercer. Et puis, dans la deuxième partie du kit de montage, j'essaie d'esquisser, de proposer des outils de résistance comme l'action directe, comme les alliances, la décolonialité féministe et le processus de conscientisation pour avoir quelque chose qui nous permet de réagir en fait et de construire des mondes différents. Et après, je montre quelques exercices de décolonialité qui sont les miennes et celles des contextes militants dont je fais partie. Alors, il y a une partie que j'aime beaucoup parce que ça me fait rigoler. Et c'est une des parties finales, l'exercice de décolonialité, où je parle de ma rencontre avec le post-porn à Rome. C'est une des parties qui me plaît le plus parce que c'est un peu la partie dans laquelle il y a moi, mais aussi toutes mes copines. Donc c'est un peu une des parties que j'appelle fête hein, du livre. On est tous ensemble. À partir de 2010, mes recherches se sont focalisées sur la relation entre corps et espace. Le corps est non seulement en relation continue avec l'espace, mais également un espace dans lequel s'imbriquent les dynamiques et les valeurs sociales. Je me suis intéressée aux actions militantes et aux mouvements qui utilisent le corps comme outil de subversion, de résistance, de transgression, en faisant irruption dans l'espace public et en subvertissant les normes dominantes. J'allais à la recherche d'actions faites dans l'espace public, n'importe où, du moment qu'elles utilisaient le corps militant comme support de leur message et de la revendication politique. Au début de l'année 2011, je déménage à Rome. Je ne connais ni la ville ni les milieux militants. Je m'inscris à la newsletter de la Maison internationale des femmes et j'apprends qu'est prévue une projection du film de Lucia Egaña Roja, Mi sexualidad es una creación artística, qui raconte la scène post-porn de Barcelone. J'avais entendu le terme post-porn quelques mois plus tôt lors d'une présentation faite par le collectif Les Acrobates. Les discours sur la sexualité qu'elles avaient présentés m'avaient paru édifiants. Une tentative libératrice d'aller au-delà de représentations normativisant et de rendre visibles des pratiques et des corps qui s'écartent de ce qui est considéré comme normal. Je décide alors d'aller à la projection du film et de réserver une place pour la soirée Corpo è mio du Female Extreme Body Art Festival. Je ne connais personne. Je décide donc d'y aller seule. Tant pis. La curiosité et l'envie d'en savoir plus dépassaient la gêne et la peur d'être vue comme une loseuse. Je me rends à la Maison internationale de femmes, je m'assois un peu à part, les lumières s'éteignent, le film commence. Minute après minute, image après image, je me trouve face à la concrétisation corporelle des théories queer. Des corps punk, dissidentes, monstrueux, marginaux, entrent en relation avec l'espace à travers des performances dissidentes, désacralisantes, courageuses, puissantes, qui ont un parfum d'action directe dans un style féministe queer. Les corps post-porn ne se contentent pas de produire une imaginaire alternative sur la sexualité et la pornographie. Ils les font exploser dans l'espace public. Je me sens contaminée par cette euphorie et cette puissance. Les lumières s'allument, le débat commence et les corps des protagonistes du film sont devant moi. Des corps
monstrueusement fascinante, rebelle, guerrière. Là aussi, ils sont en mesure de subvertir l'ordre des choses, en s'échangeant en public des gestes d'affection et de caresses, en s'asseyant sur les genoux l'un de l'autre, en se touchant sans peur du contact. Cette attitude, généralement considérée comme out of place dans un débat public, était la traduction corporelle de l'affection, de l'amour et du désir. Elle le rendait visible et le diffusait. La salle s'était remplie de potentia gaudendi et je pouvais la sentir moi aussi. Je rentre chez moi et je me prépare pour la soirée. Le fait d'être seul n'est plus aucun frein, tellement l'envie est grande de pouvoir assister à nouveau à cette merveille. J'arrive devant la salle. Il y a du monde, je ne connais personne. Je voudrais être invisible. Mais la personne à l'entrée crie mon nom. La panique. Même pour un tel événement, j'avais appliqué mon fonctionnement habituel de bon élève et j'avais envoyé un email pour m'inscrire. De toute évidence, j'étais la seule à avoir suivi les instructions contenues dans la présentation de la soirée. J'entre dans la salle, je m'assois à la seule place réservée, commencent les performances de Diana pornoterrorista, Lucie Gagnaroja, Videoarms Idea di Strong Muro, et je découvre que j'ai réservé une place au premier rang dans un autre monde possible. Émotion, bouleversement, fascination. Cette nuit-là, les sorcières ont créé un charme qui allait faire de ma vie et de mon corps mon champ. Mon champ d'étude est définitivement devenu mon champ de bataille, et mon corps aussi. Alors, le livre a été publié en Italie pour la maison d'édition Meltemi, mais avec la collection qui s'appelle Culture radicale, d'une collective qui s'appelle Hippolyta, qui est une collective qui travaille depuis longtemps sur la question des technologies et du capitalisme lié aux technologies, sur le hacking, etc. Le livre a été fait toujours un strict échange avec les personnes du collectif, et c'est pour cela que on n'avait pas au début une structure une structure codée en fait, mais ces personnes-là m'ont donné la possibilité de être désorientée, mais désorientée en fait, et me réorienter pendant que j'écrivais, et donc en essayant d'expérimenter beaucoup de choses, donc par exemple la question du langage utilisé à l'intérieur du livre. Le livre il est sorti le 15 janvier 2020 et on a fait seulement une présentation parce qu'après il y a eu les confinements. Donc la présentation a été faite à la moitié de février 2020 dans une librairie militante qui s'appelle Antigone à Milan. Et déjà là, il y avait déjà eu une bonne réception. Il y avait eu beaucoup de monde qui est venu. Et puis, toutes les présentations suivantes ont été annulées. Et donc, je n'ai fait plus aucune présentation du livre. Je me suis dit, bon, le livre, ça va rester dans les garages de la maison d'édition ou des librairies. En revanche, de façon inexplicable, le livre a commencé à tourner et a été beaucoup lu, au point que j'ai reçu énormément de retours des personnes qui me cherchaient sur les réseaux sociaux, donc avec qui je n'avais pas forcément un contact direct. Je ne comprends pas encore très bien comment le livre est arrivé à toucher des contextes qui n'étaient pas forcément les miennes ou celles avec qui je suis en contact direct. Moi, je pense que c'est un peu de la magie de Wittig et de toutes les sorcières qui sont dedans ce livre-là.
Et ça a été beaucoup mobilisé par des personnes qui travaillent ou qui étudient à l'intérieur de l'université pour la critique qu'il y a des savoirs dominants, de la violence institutionnelle, mais aussi des propositions de hacking, si vous voulez, du système à travers la pédagogie, la question de la brigade de Scrum, les sorcières pour un changement radical de l'université merdique que je propose comme façon de pédagogie guerrière à l'intérieur du livre. Et la chose qui m'a énormément touchée, c'est qu'il y a eu des personnes qui m'ont écrit pour me dire comment ce livre leur avait permis de comprendre tout un tas de choses qu'ils ressentaient mais qui n'étaient pas capables d'exprimer. Et aussi que le fait que je parlais aussi du rapport avec la mort au début vis-à-vis de la mort de ma mère et comment ça a été, j'ai réélaboré ces deuils-là justement à travers les autrices dont je parlais dans Bellux, à travers les savoirs, euh, qui avaient permis à des personnes de soigner ces blessures, en fait, leurs blessures. Et donc, lire le texte, ça a été aussi une pratique du care vis-à-vis de soi-même. Alors, le livre, je l'ai écrit en réfléchissant en italienne, même si beaucoup de choses, je réfléchissais en français. Et donc, j'ai proposé aussi d'inventions du langage en prenant directement l'invitation de Wittig qui dit ou à défaut invente. Donc, j'ai inventé des termes. Quand il y a eu le moment de traduire en français, euh, un autre processus s'est mis en place parce que j'ai eu la chance de travailler avec Astrid Dolan Ege, qui est une traductrice femme et racisée. Et donc, cela nous a permis de travailler de façon très détaillée, très ciblée sur l'usage et la mobilisation de certains termes. Alors moi, je venais d'une expérience de traduction militante avec une collective italienne et avec une autre collective qu'on a formée pour traduire Wittig. Et je venais aussi de lire les textes des camarades féministes traductrices qui parlaient de la traduction militante et de ce que c'est une traduction féministe. Et donc, j'ai pu partager avec Astrid, en fait, cette partie-là qui m'intéressait comme féministe de la traduction. Et Astrid, elle a pu me faire partie de tout un tas de doutes qu'elle avait sur pas seulement sur la traduction du mot, mais sur l'usage, la mobilisation de ce mot-là et comment certains mots que j'avais utilisés qui pouvaient être violentes encore pour certaines personnes malgré le fait que moi j'avais fait beaucoup d'attention et je pensais être quelque part peut-être un peu à l'abri de la violence du langage et j'ai bien compris que j'avais encore beaucoup de travail à faire et qu'on n'est jamais à l'abri. Et c'est pour cela que je pense que pour certaines choses, ce livre n'est pas tout à fait la traduction de l'italienne, mais c'est, si vous voulez, une traduction féministe de l'italienne, c'est-à-dire une traduction qui tient compte de tout un tas de choses et qui n'a pas peur de dire je me suis trompée en choisissant un autre terme plutôt que celui de l'original.